Voilà, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir pour ce séminaire de l'IGIEB qui est sous format de Zoom à distance. Donc, je m'appelle Tania Dayer et je suis étudiante en dernière année de doctorat à l'Université libre de Bruxelles au service d'évolution biologique et d'écologie. Et ma thèse porte sur la biogéographie de l'Afrique centrale Atlantique, avec un focus particulier sur un genre d'orchidées, les tridactyles, et sur les îles de Saint-Thomé et Principe. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter certains résultats que j'ai obtenus au cours des dernières années donc de ma thèse. Et je vais quand même vous préciser que ceci est ma première expérience de conférence à distance. Donc voilà. On va commencer par le lieu principal de mon étude, São Tomé et Príncipe. C'est donc le deuxième plus petit pays d'Afrique, après les Seychelles, et c'est un archipel qui est situé dans le golfe de Guinée. Donc, ces îles font partie de la ligne volcanique du Cameroun, qui est un rift africain qui s'étend du lac Tchad à Annobonne et qui trace une bissectrice dans le golfe de Guinée. Donc, ces deux îles forment un seul pays indépendant où on parle le portugais et elles sont entourées de deux îles qui appartiennent à la Guinée équatoriale. Donc, Bioko, qui est une île continentale qui a donc été reliée au continent africain durant certaines périodes, et Annobonne, qui est une île océanique née du volcanisme dans la zone, comme Sao Tomé et Principe. Donc, ces îles ont été découvertes en 1471 par les explorateurs portugais João de Santarém et Pedro Escobar, et elles ont joué un rôle important dans le commerce triangulaire, puisque les Portugais les ont en quelque sorte utilisées comme laboratoire pour tester ce qu'ils ont ensuite fait en Amérique. Et donc, c'est notamment pour l'exploitation de la canne à sucre. Puis ils sont passés au café cacao, ce qui a donné à l'île de Saint-Thomé son surnom d'île chocolat. Donc, la plus ancienne des deux îles est Príncipe. Donc, les datations estimées lui donnent un âge de 31 millions d'années et le volcanisme dans la zone s'est arrêté a priori vers les 15 millions d'années. Donc, c'est l'île la plus proche du continent puisqu'elle se trouve à 216 km des côtes de la Guinée équatoriale. Et en 2012, l'UNESCO a ajouté l'entièreté de l'île à la liste des réserves de biosphère, Man and Biosphere, notamment pour son importance pour la reproduction des tortues marines, des oiseaux de mer et des cétacés, et aussi pour les récifs coralliens. Donc, au niveau de la végétation, le nord et le centre de l'île sont couverts de plantations qui sont pour la plupart du temps redevenues des forêts secondaires. Le sud de l'île est couvert d'une forêt secondaire à basse altitude et au-dessus de 300 mètres, d'une forêt dense et haute sur les plateaux et d'une formation ouverte et basse sur les crêtes. Donc, Sao Tomé est beaucoup plus jeune, ou en tout cas elle est estimée à 13 millions d'années, et elle se situe à 239 km des côtes gabonaises. Donc, le plus haut sommet de Principe se situe à 950 mètres d'altitude, mais la plus haute montagne de Sao Tomé, le Picon de Sao Tomé, se situe, elle, à 2000 mètres d'altitude. Et donc, à Sao Tomé, la végétation qui est présente au-dessous de 800 mètres, elle est presque partout secondaire. Et dans le nord de l'île, la végétation entre 800 et 1200 mètres d'altitude est principalement anthropisée, que ce soit donc pour les plantations de café cacao ou les cultures maraîchères. Puis à certains endroits, on retrouve des patchs de forêt faiblement secondarisés. Entre 1200 et 1400 mètres d'altitude, on trouve une forêt primaire submontagnarde et au-dessus de 1400 mètres jusqu'au sommet du Pico de Sao Tomé, on trouve la forêt montagnarde qui est caractérisée par la présence d'un résineux endémique, le Podocarpus mannii. Donc, ces îles sont particulièrement connues des ornithologistes puisque le nombre d'espèces d'oiseaux endémiques qu'on y trouve est juste considérable par rapport à la taille des îles. Donc, on retrouve 17 espèces d'oiseaux endémiques à Sao Tomé, 8 espèces endémiques à Principe et 3 espèces qui sont partagées par les deux îles. Et donc, pour vous donner un ordre de comparaison, les îles Galapagos comptent 22 espèces endémiques pour un territoire qui est 10 fois plus important. Donc, Sao Tomé et Principe sont vraiment les îles aux oiseaux. Et donc sur cette slide, vous pouvez voir le plus petit ibis du monde et le gros bec, qui sont deux espèces en danger critique d'extinction d'après les critères de la liste rouge de l'IUCN. J'ai aussi mis la chouette de Sao Tomé et un perroquet que beaucoup de gens connaissent, je pense, le perroquet gris du Gabon, mais qui est de la sous-espèce qu'on trouve donc uniquement sur Principe. Donc, au niveau de la flore, les deux îles présentent des taux d'endémisme qui sont relativement hauts, donc 12,5% pour la flore en général,
Et 3 familles représentent plus de 50% des espèces endémiques. Donc, ces familles sont les orchidées avec 35 espèces, les rubiacées avec 29 espèces et les euphorbiacées avec 11 espèces endémiques. Et donc ici, vous avez sur la première image une orchidée Polystachya. Donc c'est un genre, c'est le plus important des genres d'orchidées sur Sao Tomé et Principe en termes de nombre d'espèces endémiques. Et juste à côté, vous avez une rubiacée Psychotria. Donc c'est les deux genres avec le plus d'espèces endémiques sur ces îles. Donc, au niveau de l'endémisme, toujours, les bégonias, il est relativement important aussi, puisqu'on a 50% des espèces du genre qui sont endémiques, avec ici le bégonia baccata, qui est un bégonia géant avec des feuilles qui font plus d'1 mètre de diamètre. Et enfin, je vous ai mis aussi les impatiences, puisque toutes les impatiences de l'île sont endémiques. Mais donc, revenons à mon sujet d'étude, la famille qui comporte le plus d'espèces endémiques sur les îles, les orchidées. Donc, cette famille est aussi une des familles les plus importantes du règne végétal, avec plus de 28 000 espèces connues. Et elles ont constitué le sujet du dernier livre écrit par Charles Darwin, qui s'est particulièrement intéressé aux liens entre les insectes pollinisateurs et les orchidées, puisque celles-ci montrent des stratégies de reproduction qui sont parmi les plus complexes du règne végétal, avec notamment l'intervention de pollinisateurs spécifiques, comme des insectes, et donc ce ne sont pas uniquement des papillons, mais on a aussi par exemple un criquet qui a été découvert dans les Mascareignes, ou des oiseaux. Donc sur notre archipel, on compte 101 espèces et sous-espèces d'orchidées sur Sao Tomé, et 71 sur Príncipe. Et donc en Afrique tropicale, et Sao Tomé n'y fait pas exception, 75% des orchidées ont un mode de vie épiphytique, et donc on les retrouve à différents niveaux sur le phorophyte. Le phorophyte, c'est donc la plante qui porte les orchidées. On peut avoir des orchidées qui sont xérophiles et héliophiles, donc qui apprécient plus la sécheresse et le soleil, et qu'on trouve sur des branches de faible et de moyen diamètre tout en haut dans la canopée, ou au contraire sur les troncs, parfois même jusque dans la ville. On en trouve dans la capitale de Principe, donc comme cette Cyrtorchis. Il y a des orchidées mésophiles qui affectionnent les conditions intermédiaires, donc qui sont situées sur le haut du tronc et les grosses branches, comme le bulbophyllum du milieu. Et enfin, les orchidées sciaphiles ou hygrophiles qui aiment donc l'ombre et l'humidité, qu'on retrouve sur les bas du tronc en général dans beaucoup de mousse, comme cette Porpax. Et donc le genre qui moi m'intéresse, c'est le genre Tridactyle. Donc Tridactyle, c'est pour 3 doigts, et donc il tire son nom de la forme de son labelle. Donc c'est le pétale du bas, le 3e pétale, qui est transformé avec cette forme particulière par rapport aux autres, où il y a 3 fins lobes qui ressemblent à 3 doigts. Donc, c'est un genre qui contient une 50aine d'espèces. Elles sont toutes distribuées en Afrique subsaharienne et sur les îles du Golfe de Guinée, et on ne les retrouve pas à Madagascar. Donc, par rapport à l'archipel du Golfe de Guinée, donc on retrouve 10% des espèces du genre là-bas, ce qui est une proportion relativement importante pour ce genre par rapport à d'autres endroits où on les trouve, et surtout compte tenu de la taille de la zone. Et puis, de ces 10% d'espèces, il y a 50% d'espèces qui sont endémiques, ce qui, de nouveau, est un pourcentage relativement haut pour ce genre, et ce qui en a fait le modèle de choix pour notre étude. Donc, concrètement, le principal objectif de mon projet est donc d'estimer les relations phylogénétiques entre les espèces qui sont présentes sur les 2 îles et en Afrique continentale, donc pour comprendre et comparer les mécanismes qui génèrent la diversité végétale au niveau de ces entités géographiques. Donc, on voulait comprendre ce qui a conduit à un si haut taux d'endémisme, que ce soit donc pour le genre Tridactyle dans les îles du Golfe de Guinée, et donc si cet endémisme est lié à des événements de disparition d'espèces sur le continent ou d'apparition d'espèces sur les îles. Donc pour ce faire, le premier point était d'obtenir une phylogénie du genre et de définir correctement un cadre taxonomique sur base de données morphologiques et moléculaires. Une fois qu'on a cette phylogénie, on a voulu obtenir une phylogénie datée sur laquelle on a effectué des analyses de reconstruction d'aires ancestrales pour comprendre l'histoire biogéographique du genre. Et enfin, on a comparé les résultats obtenus avec les études réalisées sur d'autres groupes de plantes dans l'archipel, donc les bégoniacées et les impatiences dont je vous ai parlé.
Donc, pour pouvoir obtenir le matériel nécessaire, on peut s'appuyer sur le système d'ombrière. Donc, c'est un système qui a été développé depuis plus de 20 ans par mon équipe. Et donc, comme je vous ai dit, en Afrique centrale, 75% des orchidées sont épiphytes. Et donc, quand on va sur le terrain, comme vous pouvez le voir sur l'image en haut, près de 90% des orchidées qu'on rencontre sont sans fleurs. Et donc, il est quasiment impossible de les identifier jusqu'à l'espèce. Et donc, le système d'ombrière sert à pallier cet obstacle. Et donc, en cultivant les orchidées dans ces ombrières, on peut obtenir du matériel fertile et donc identifiable jusqu'à l'espèce et jusqu'aux sous-espèces. Et donc là, vous me voyez en train de préparer les orchidées à la mise en culture, c'est-à-dire qu'on prend une planche en bois sur laquelle on met les orchidées et puis on les pend dans l'ombrière à différents niveaux. Donc, le système a d'abord été testé justement à Sao Tomé et Principe. Il a été commencé en 1997. Et donc, comme vous voyez, toutes les orchidées pendent à différents niveaux sur des bouts de bois qui sont accrochés sur une structure en métal avec une couverture pour leur donner relativement d'ombre. Et donc, comme ça, on obtient du matériel fertile. Et donc, on peut obtenir des photos, on peut prendre les fleurs et les feuilles pour en faire des spécimens conservés en alcool ou en herbier. Et surtout, on peut aussi prendre des fragments de feuilles qui sont nécessaires pour les analyses phylogénétiques. Et donc, ce réseau a commencé à Sao Tomé, au jardin botanique de Bom Sucesso, puis il a été étendu au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale et à Madagascar. Et donc, à l'heure actuelle, il a produit plus de 30 000 spécimens d'orchidées. Donc, ça a permis des révisions taxonomiques de genres particulièrement compliquées et de découvrir plus de 60 nouveaux taxa. Et donc, ça permet aussi de réaliser des inventaires approfondis dans certaines zones, puisque quand on collecte les épiphytes, on collecte toutes les épiphytes, tous les individus vivants. Et donc, par exemple, à Sao Tomé, à l'époque, au début des années 2000, on a doublé le nombre d'espèces d'orchidées connues en seulement une année. Et comme donc, ces plantes fournissent sont fertiles et donc produisent des fleurs d'année en année, ça permet aussi d'obtenir des spécimens complets qu'on peut ensuite envoyer à différents herbiers dans le monde et donc de conserver réellement cette information sur du long terme et en grande quantité. Et enfin, donc, ce système permet une conservation ex situ des plantes, d'espèces, donc des espèces rares et menacées d'orchidées. Et c'est aussi un lieu où on peut les montrer au public, aux touristes qui n'ont pas forcément d'autres opportunités de voir des plantes aussi rares et qui poussent en général au sommet de grands arbres, donc on ne voit pas forcément quand on va se balader. Et donc, je vous parle de ces orchidées qu'on ramène des forêts, mais donc c'est vraiment important que je précise que non, on ne pille pas la forêt pour déplacer les orchidées, pour les mettre depuis le in situ vers l'ex situ. Non, nos missions ont principalement lieu en saison des pluies, donc c'est le moment où les arbres et les branches tombent, pour les branches notamment à cause du poids de toutes les épiphytes et de l'eau qui est retenue par les mousses et les épiphytes. Et donc, ce que nous faisons, c'est qu'on va récupérer les orchidées sur les arbres et les branches tombées au sol. C'est plus facile que de grimper. Et du coup, ça s'apparente plus à une sorte de sauvetage, d'opération de sauvetage de ces orchidées. Et donc, parfois, on grimpe quand même ou on trouve des grimpeurs. Et dans ces cas-là, c'est pour des espèces d'intérêt particulier. Et on fait toujours en sorte de ne prendre qu'un ou deux individus ou morceaux d'individus et de laisser la majorité de la plante ou des plantes sur place et en l'état. Donc, pour l'étude phylogénétique, on a décidé d'utiliser la technique de séquençage Illumina. Donc, concrètement, l'ADN génomique est extrait soit à partir de matériel séché en herbier, soit à partir de matériel séché à l'aide de silicagel. Et donc, on a décidé de faire du genome skimming. Donc, c'est une méthode de séquençage dite de nouvelle génération, donc le Next Generation Sequencing. Donc, pour obtenir l'information qui nous intéresse, on prépare des librairies. Donc, c'est-à-dire que le génome est découpé en tout petits bouts, les reads, qu'on a en très grand nombre et dont les extrémités se recouvrent partiellement, ce qui permet ensuite de réassembler ce génome.
Et donc, le but du jeu, c'est que ces reads couvrent évidemment la totalité du génome, si possible en plusieurs exemplaires, donc pour être certain de l'information, pour chaque nucléotide, d'être certain que c'est bien la bonne information. Et donc, ce nombre de reads qui contiennent un nucléotide donné du génome à un endroit, c'est ce qu'on appelle la couverture, ou le coverage du séquençage. Et donc, évidemment, plus on veut un maximum de couverture en règle générale parce que on a une meilleure information, mais ça demande plus de reads et donc ça coûte beaucoup plus d'argent. Et donc, dans le cas de cette méthode de genome skimming, on va séquencer l'entièreté du génome avec une couverture relativement faible, mais comme on ne s'intéresse qu'à des parties de génome qu'on retrouve en grand nombre dans chaque échantillon, comme les chloroplastes et le ribosome, c'est pas très grave, puisque comme ce sont des parties de génome qui sont en plus grande quantité, même avec une couverture faible, on a une chance non négligeable de les couvrir entièrement, et ce, à vraiment moindre coût. Donc, on a utilisé ce protocole pour obtenir l'ADN chloroplastique et ribosomal de 220 échantillons, qui représentent 61 taxons, dont 34 espèces connues à l'heure actuelle de tridactyles. Donc, la technique d'assemblage qu'on a choisie est une technique de novo, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas un génome de référence d'orchidées pour assembler les reads, mais uniquement le fait qu'ils se recouvrent partiellement. Et donc, les génomes chloroplastiques et ribosomaux sont ensuite annotés avec Geneus et la carte circulaire du génome chloroplastique a été réalisée avec OCDRAW et je vous montre ça juste après. Donc, on a réalisé les analyses phylogénétiques sur les données ribosomales et chloroplastiques séparément et puis ensemble. Et donc, les relations phylogénétiques, on les a estimées avec les 3 méthodes classiques en phylogénie, donc maximum de parcimonie, maximum de vraisemblance et inférence bayésienne. Et donc, pour la phylogénie datée, on a utilisé BEAST, donc la méthode bayésienne, et les analyses d'aire ancestrale ont été réalisées avec le logiciel RASP. RASP, c'est pour Reconstruct Ancestral State in Phylogenies. Donc, pour les résultats, ce séquençage en genome skimming nous a donné des résultats plutôt satisfaisants, puisqu'on a réussi à reconstruire le chloroplaste entier, ainsi que le ribosome. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, le chloroplaste fait donc à peu près 163 000 paires de bases et le ribosome 7 000. Donc, en termes de statistiques un peu intéressantes sur ce jeu de données, donc, les sites hautement variables sont au nombre de 21 500 et les sites qui sont informatifs du point de vue de la parcimonie au nombre de 12 600. Donc, ça fait environ 7% d'informations sur l'entièreté du chloroplaste et 10% sur celle du ribosome pour l'ensemble du jeu de données. Donc, dit comme ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais ces chiffres sont relativement importants, puisque au niveau des arbres des forêts tropicales africaines, comme les Brachystegia par exemple, ces statistiques sont nettement plus faibles. Donc, on a quand même une information qui est plutôt importante au niveau du chloroplaste et du ribosome pour les orchidées. Et donc, voici l'arbre phylogénétique que j'ai obtenu pour le ribosome combiné au chloroplaste, avec les valeurs de l'analyse bayésienne, donc c'est des probabilités postérieures, mais les arbres que j'ai obtenus pour les analyses de maximum de parcimonie et de vraisemblance sont complètement identiques, et les relations phylogénétiques qu'on obtient juste avec le ribosome ou juste avec le chloroplaste sont similaires, juste elles diffèrent pour les nœuds qui ne sont pas soutenus. Et donc, vous pouvez voir ici que les nœuds sont quasi tous résolus avec une valeur de 1, donc le maximum. Et ça, c'est un premier résultat qui était vraiment intéressant qu'on a obtenu avec cette méthode de genome skimming, puisque les relations intragénériques au niveau des orchidées angrécoïdes, on n'avait jamais jusqu'ici pu les résoudre à ce point. Et donc ici, j'ai mis les autres groupes en lumière. Donc vous avez les orchidoïdés en jaune, comme la Benaria tomeana que vous avez en bas, et la sous-famille des épidendroïdés en mauve. Et donc au sein des épidendroïdés, on retrouve les vendées avec notamment les tridactyles et le polystachya qui est en haut. Donc, on va se balader un peu dans cet arbre, au moins du point de vue morphologique, parce qu'il y a quelques caractéristiques que je voudrais pointer. Et donc, on va commencer par ce premier clade que je veux vous mentionner. Donc, c'est le clade du genre Ipsilopus. Donc, les deux espèces qui sont présentes ici avaient été décrites comme des tridactyles et étaient des tridactyles jusqu'à très récemment.
puisque donc, une étude phylogénétique qu'on a réalisée en 2019 a montré qu'elles appartenaient en réalité au genre Hypsilopus. Et donc au niveau géographique, c'est un genre qui est plutôt intéressant aussi puisqu'il est complètement confiné à l'Afrique de l'Est, alors que les tridactyles ont des distributions bien plus larges. Donc le clade suivant ici a des caractéristiques morphologiques assez marquées. Donc ici c'est le premier clade qui est frère de tous les autres tridactyles et qui contient 4 espèces qui présentent des tiges très courtes, comme les Hypsilopus d'ailleurs, et un labelle dont les lobes latéraux sont divisés en une ou deux parties, comme vous pouvez voir ici, mais pas plus. Donc ensuite, on a un deuxième clade qui est au sein des tridactyles, donc le deuxième clade ici, qui est constitué de toutes les espèces qui ont des feuilles très fines, très souples, toutes molles, et avec une fleur dont le labelle a des lobes latéraux entiers. Alors que ici ensuite, c'est un groupe complètement différent, donc un clade qui contient toutes les espèces du genre, qui ont des feuilles très épaisses, très coriaces, crassulantes, je pense qu'on peut aller jusque-là, et des inflorescences très courtes, donc avec une ou deux fleurs. Ici, donc, on se retrouve avec de nouveau des feuilles plus souples, des très longues inflorescences. Et alors, ce qui est intéressant dans ce clade-ci, c'est que ce sont toutes les espèces qui ont les lobes latéraux du labelle très découpés, très fin brillés, avec différentes petits filaments à la fin des lobes latéraux comparés aux lobes latéraux entiers que je vous ai montré juste avant. Donc ici, on a un clade qui regroupe des espèces à longue inflorescence avec des feuilles plutôt coriaces. Donc elles ne sont pas souples, elles se tiennent relativement droites, mais elles ne sont pas crassulantes pour autant. Et des labelles avec des lobes latéraux entiers. Et enfin, ici, donc c'est le genre Egelingia. C'est un genre qu'on pensait très proche en fait des tridactyles, mais étant donné sa position, il rendrait les tridactyles paraphylétiques, et donc il devrait être plutôt considéré comme des tridactyles en tant que tels, ce qui a déjà été évoqué par Rice dans les années 2000. Donc pour ce qui est de la datation de l'arbre, on a utilisé 2 fossiles pour calibrer l'arbre et un point de calibration secondaire au niveau de la divergence entre les orchidoïdés et les épidendroïdés. Donc c'est relativement peu, 2 fossiles, mais malheureusement pour les orchidées, on n'a pas grand-chose de mieux. Donc voilà, et la datation secondaire obtenue par Givnich, on se base sur Givnich et son équipe, puisqu'ils ont fait quand même un travail vraiment très très large pour dater leur arbre. Donc l'âge des nœuds de l'ancêtre des tridactyles est ici estimé à 27 millions d'années. Donc 27 millions d'années, on est en plein dans l'Oligocène, juste après la grande coupure Éocène-Oligocène, c'est une des grandes périodes d'extinction. Et donc c'est le moment de l'ouverture de la mer Rouge, de la formation du grand rift est-africain et de la surrection de l'Atlas. Et donc, en Afrique de l'Ouest, c'est aussi potentiellement une période de surrection pour la marge camerounaise. Et le développement tardif tient donc de la ligne volcanique du Cameroun. Donc, c'est également une période humide entre 2 périodes de sécheresse, en tout cas en Namibie. Et donc, pour ce qui est de la reconstruction ancestrale, elle place l'ancêtre commun des tridactyles en provenance d'Afrique centrale. Donc, l'Afrique centrale, comme moi je l'ai défini, c'est Cameroun, République d'Afrique centrale, Congo-Brazza, Gabon, Guinée équatoriale et Nigeria. Donc pour ce qui est des tridactyles de l'archipel du golfe de Guinée, on voit ici, donc je les ai mis en couleur, elles ne sont pas monophylétiques au niveau de leur géographie, et donc elles sont chacune plus proches d'une espèce continentale que de toutes les autres espèces de l'archipel, et la datation indique des âges postérieurs à l'apparition des îles, donc que ce soit pour Sao Tomé et Principe, ce qui tend à confirmer plutôt une hypothèse de colonisation multiple des îles. En tout cas, ça écarte très clairement l'hypothèse de radiation adaptative. Donc ici, le premier clade frère de tous les autres tridactyles, il est intéressant aussi du point de vue géographique, puisqu'il regroupe 4 espèces qui se situent sur les sommets de la ligne volcanique du Cameroun.
Donc ce clade est daté d'environ 11 millions d'années, durant le Miocène, donc cette période où la forêt tropicale a commencé à reculer puisqu'elle allait jusqu'au Sahara et s'est retrouvée limitée à l'Afrique intertropicale. Donc vous avez en orange Tridactyle excellii qu'on retrouve sur Sao Tomé et sur Bioko, donc l'île continentale proche de la Guinée équatoriale. Et puis il y a 3 espèces, potentielles nouvelles espèces, qui sont chacune retrouvées sur une montagne de la chaîne, donc le mont Yuan, le mont Coupé et les Rumpy Hills. Alors, ici, pour ce clade-ci, les 2 espèces sœurs de Sao Tomé sont plus proches d'espèces continentales que de l'espèce endémique de principe, qui est Tridactyle aurantia que vous avez ici en mauve. Et donc, on peut aussi noter que l'espèce à la base du clade, Tridactyle verrucosa, c'est une espèce d'Afrique de l'Est, puisqu'on la retrouve en Tanzanie, au Malawi et au Zimbabwe. Et donc, ce clade date également du Miocène, et la séparation entre les 2 espèces de Sao Tomé, elle date plutôt du Pliopléistocène. Et donc, enfin, un dernier clade dont j'ai envie de vous parler. Donc, celui-ci est intéressant de par sa distribution de nouveau. Donc, il y a 3 spécimens dedans. Il y a le Tridactyle tomensis en bleu, qui est une espèce endémique de Sao Tomé. Et puis, donc, 2 échantillons, un du Cameroun et un d'Ouganda. Et donc, la séparation entre ce clade et son clade frère date encore une fois du Miocène, après l'apparition de Sao Tomé. Et les divergences au sein de ce clade sont par contre beaucoup plus récentes, donc elles datent du Pliopléistocène. Et donc, cette espèce, ce type de distribution disjointe, il a déjà été observé pour d'autres groupes de plantes afro-montagnardes, comme Balthasaria mani, qu'on retrouve à Sao Tomé, dans l'est de la République démocratique du Congo, et dans les Mozambique et Uluguru, donc en Tanzanie, donc vraiment à l'est. Et donc c'est aussi le cas du Podocarpus mani, donc le résineux endémique dont je vous ai parlé juste avant. Son plus proche parent à lui se trouve également en Afrique de l'Est. Et donc on trouve aussi ces distributions pour des plantes de forêt de basse altitude, comme pour l'Asiodiscus mildbraidii. Donc ce n'est pas uniquement pour les plantes afromontagnardes, c'est pour d'autres plantes également. Mais donc, en ce qui concerne les plantes afromontagnardes, ce serait donc plutôt une hypothèse de paléoendémisme, donc des périodes où ces espèces étaient distribuées plus largement. Donc pendant les périodes froides, elles étaient beaucoup plus largement distribuées. Et puis, avec les périodes chaudes, elles se sont retrouvées limitées aux montagnes. Et donc, ces forêts afromontagnardes joueraient un rôle de refuge forestier. Et donc, Excel, qui est le premier botaniste qui a exploré Sao Tomé et Principe, a suggéré que Sao Tomé serait d'un âge botanique différent des autres îles de l'archipel, et pas que des îles d'ailleurs, que le mont Cameroun également. Donc, que cette île aurait été, entre guillemets, la première disponible pour la colonisation d'espèces végétales, et donc qu'elle contiendrait une flore, de nouveau, entre guillemets, plus ancienne, et donc qui aurait trouvé refuge avant les autres sommets de la ligne volcanique du Cameroun. Donc donc je comptais vous parler un peu des autres espèces de plantes et des autres analyses sur les espèces de plantes de Sao Tomé. Donc pour les impatiences, la phylogénie n'a pas été datée, mais on peut voir que l'histoire n'est pas vraiment la même, puisqu'on a un seul clade qui contient les 3 espèces d'impatience de Sao Tomé, ce qui tend à indiquer plutôt un événement ou 2 de colonisation, et donc plutôt une hypothèse de radiation adaptative. Mais donc cet arbre est à quand même prendre avec des pincettes, puisque les nœuds de l'arbre ne sont pas super bien supportés, et donc il faudrait, je pense, pouvoir obtenir plus d'informations génétiques pour ce groupe, et donc refaire une analyse génétique avec les méthodes actuelles. Et donc, par rapport aux autres études de phylogénie datée qui ont été menées sur les plantes de l'archipel, c'est facile, il n'y en a qu'une, c'est celle de Plana en 2004 sur les Begoniacées. Et donc ici aussi, les bégonias endémiques de Sao Tomé semblent avoir une origine pré-pléistocène. Donc ici, vous avez le Begonia toméana, par exemple. Donc on retrouve à Sao Tomé et dans le massif du Chahut au Gabon. Donc de nouveau, des forêts d'altitude, des forêts de nuages d'altitude du Gabon. Et donc, cette espèce a divergé des autres espèces
a priori entre 7,5 et 20 millions d'années, donc soit au Miocène. Et donc ici aussi, ça tend à aller dans le sens du paléo-endémisme et des reliques de lignées qui auraient été bien plus largement distribuées sur l'Afrique continentale. Donc pour conclure, les résultats de notre étude tendent à aller dans le sens d'un rôle de refuge pour ces îles, et particulièrement pour l'île de Sao Tomé. Donc c'est un pattern qui a déjà été observé, en tout cas juste au niveau des disjonctions de distribution pour des arbres, et donc de manière datée avec une phylogénie pour les bégonias. Mais au niveau des herbacées et des épiphytes, c'est un résultat nouveau qui n'avait jamais été analysé. Donc voilà. Alors, je n'ai pas trop insisté sur la taxonomie, mais on est en train de décrire des nouvelles espèces de tridactyles qui ont été découvertes lors de mes missions de terrain. Et donc, ça fait passer le pourcentage de tridactyles à Sao Tomé et Principe de 10 à 20% des espèces du genre, ce qui est carrément beaucoup, avec une endémicité de 75%, ce qui est là aussi plutôt gigantesque. Et donc, on peut dire que l'archipel est une sorte de sanctuaire pour ce genre, ou en tout cas qu'elles y sont particulièrement bien. Et enfin, j'ai une bonne nouvelle du point de vue de la conservation de ces espèces, c'est que contrairement à beaucoup d'endroits sur la planète où actuellement on doit se battre pour conserver des zones de forêt, à Sao Tomé et Principe, il y a le parc naturel Obo qui a été créé en 2006. Et donc c'est une zone de parc et une zone tampon qui correspond à un peu moins d'un tiers des deux îles et qui, de ce fait, permet quand même la protection de manière vraiment efficace de ces espèces rares d'orchidées. Donc voilà, j'espère vous avoir partagé un peu de mon enthousiasme pour ces plantes et cette zone de la planète. Et donc je finirai en disant que je pense qu'avec le développement des nouvelles méthodes de biologie moléculaire et leur accès de plus en plus aisé à moindre coût, il est important de faire ce type d'études au niveau des espèces et aussi au niveau des populations, donc pour mieux comprendre l'histoire et les mouvements de la flore au cours du temps et potentiellement, très potentiel, mais de pouvoir prévoir les mouvements futurs. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et donc, évidemment, cette étude ne peut avoir été faite par moi toute seule. J'ai eu de l'aide de toute une série de gens, que ce soit les gens avec qui je suis partie sur le terrain, mes deux promoteurs, Benny Bitebir qui m'a envoyé des échantillons d'Afrique du Sud, et Esra et Olivier Hardy qui m'ont permis de faire du labo. Et donc voilà, je vous remercie tous pour votre attention.